Oui, quelques remarques sur cet énorme document. Effectivement, la première chose, c'est pour noter quand même le progrès qui a été réalisé grâce à une évolution de mentalité. Auparavant, le risque d'inondation était purement réglementaire, c'est-à-dire que l'État statuait et c'était tout. Aujourd'hui, on rentre dans une démarche contractuelle et ça, c'est extrêmement positif. Alors évidemment, on est peu habitué, enfin, on était peu habitué à le faire sur ce genre de thématique et ça demandait un très gros travail, comme ça a déjà été souligné, des services et des élus. Ça comprend trois choses, le contrat. Ça comprend le diagnostic complet et partagé. Ça comprend la mise en place d'une nouvelle stratégie qu'on appelle doctrine locale. Et ça comprend un plan d'action qui doit être partagé. Mais qui dit contrat dit évidemment, comme l'a dit Yannick Olivier, engagement réciproque. Et ce que doit faire ou sait faire l'État, ça a été dit, c'est la gestion de crise avec ce plan Orsec qui doit être mis en place. Ce que sait faire l'État, c'est réduire l'aléa. C'est dans sa mission, même si dernièrement, il a fait appel au financement des collectivités territoriales pour réduire l'aléa. Et ce que sait faire l'État, c'est de faire des cartes. Et là, ces cartes sont absentes. C'est quand même problématique. Ça a déjà été dit. Mais comment peut-on, nous, établir nos documents qui sont dépendantes de ces cartes PPRI, nos documents de PLUI, bien sûr, mais aussi le PLH, ça a été déjà dit tout à l'heure, plus en avant dans l'après-midi. Ce que nous, on doit faire et ce qu'on doit savoir faire, c'est ce qu'a dit Jacques Nivon, c'est amplifier cette notion de culture du risque, j'y reviendrai, c'est réduire la vulnérabilité et c'est mettre en place une structure de résilience. Et ceci est d'autant plus amplifié que la compétence GEMAPI a été intégrée dans nos compétences de métropole. Donc, nous avons travaillé cette question au conseil scientifique de l'AURG, de l'agence d'urbanisme. Et donc, il y a une quinzaine de scientifiques qui ont réfléchi pendant plusieurs séances à comment on pouvait améliorer la situation du risque, et en particulier du risque d'inondation sur notre métropole. Je me propose de vous donner les pistes qui ont été abordées. La notion moderne, et ça a été dit déjà, c'est la notion de résilience. Cette notion de résilience, c'est évidemment, elle comprend ce qui existait déjà, la réduction de l'aléa, mais elle comprend surtout la résistance au risque et puis aussi le retour à la normale. Donc c'est sur ces trois points que les recherches ont avancé et c'est sur ces trois points, d'une certaine manière, que notre métropole pourrait être pilote dans cette SLGRI. Ça comprend donc l'aménagement urbain et technologique et avec l'introduction des incertitudes, ça c'est un élément important que souvent l'État ne prend pas en compte, c'est que toutes les prédictions ont des incertitudes et c'est un élément à prendre en compte. Ça comprend l'organisation sociale et culturelle, avec en particulier l'acceptabilité du risque, qui passe par cette fameuse culture du risque. Et c'est notre travail communal, métropolitain, d'informer les populations du danger qu'elles encourent et de laquelle manière elles peuvent y faire face si une crise arrivait. Ça comprend aussi l'organisation des entreprises. On a beaucoup parlé d'EDF tout à l'heure, mais ça comprend l'ensemble des entreprises impactées pour assurer la continuité du travail et mettre en place de nouveaux modes d'organisation du travail qui sont résilients. Ça a des aspects aussi juridiques et des assurances qu'il ne faut pas négliger, car la bonne prise en compte de la vulnérabilité a des conséquences de ce point de vue-là aussi. Et enfin, et ça a déjà été dit, l'organisation institutionnelle, en particulier avec les PCS. Il y a une idée qui est intéressante que je vous soumets et que j'ai entendue, c'est les PCS participatifs.
c'est-à-dire plutôt que de... En général, les plans communaux de sauvegarde sont élaborés par les municipalités, eh bien, c'est l'occasion de faire participer les populations et ça augmente la culture du risque. Donc, tous ces travaux mènent à une stratégie différenciée et c'est ce qui est proposé là. Et donc, nous pouvons que nous en réjouir. Et je vais prendre l'exemple de l'Isère. Ces zones d'intérêt stratégique sont fondamentales. C'est quand même la grande avancée de cette SLGRI. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est de bien comprendre que ces zones sont déjà habitées en ce qui concerne l'Isère et que aujourd'hui, ces zones habitées où on travaille sont non aménageables. Donc, ce qui veut dire, elles sont non aménageables depuis 2006, depuis le PPRI de 2006. Et l'enjeu est donc très simple. Soit on continue à bloquer tout aménagement dans ces zones, on ne bouge pas du tout, et à ce moment-là, l'aléa reste en constant, la vulnérabilité augmente, et donc le risque augmente. Donc, si l'État bloquait les négociations en cours sur ces zones, et l'État augmenterait le risque en augmentant la vulnérabilité de ces zones. Alors qu'aujourd'hui, on sait rentrer dans une démarche de résilience dans ces zones, on sait aménager, on sait construire, on sait diminuer la vulnérabilité de ces zones. C'est tout l'enjeu de ce contrat qu'on doit avoir avec l'État. Et donc, c'est notre rôle, puisque cet aménagement doit être fait quasiment parcelle par parcelle, dans la dentelle, et ce n'est pas à l'État de le conduire, c'est bien aux métropoles, à la métropole, avec ses services, de répertorier ces zones et de permettre les aménagements pour réduire le risque qui existe dans ces zones et qui va grandissant d'année en année.